Bonjour à tous, il est 8h10 et nous nous retrouvons dans la matinale RCF pour l'interview du grand invité. Ce matin, alors qu'il y a une semaine était libéré le premier djihadiste français condamné à son retour de Syrie, alors que commence aujourd'hui aux Assises de Paris le procès d'un des principaux recruteurs de djihadistes pour la Syrie, nous recevons l'auteur d'une des plus vastes enquêtes menées sur les djihadistes français. Un livre important, fruit de 5 années de travail, en France, dans certains quartiers et certaines prisons, mais aussi en Turquie, en Irak et au Liban. Hugo Micheron, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences politiques, spécialiste de la radicalisation islamique et des relations entre la France et le Moyen-Orient. Votre thèse vient d'être publiée chez Gallimard et s'intitule « Le djihadisme français, quartier, Syrie, prison ». Alors, on va peut-être commencer par une définition. Qu'est-ce que vous entendez par djihadisme ? Est-ce que c'est une histoire de guerre sainte ou c'est plus large que ça ? Le djihadisme, c'est un mouvement qui prend forme dans les années 80 en Afghanistan et qui est finalement la participation d'une frange d'islamistes à ce qu'ils appellent effectivement la guerre sainte ou le combat sacré et qui s'est développé à partir des années 90 en Europe en prenant petit à petit dans de nouveaux milieux au point de devenir un phénomène plus ou moins de masse entre 2012 et 2018 avec l'apparition notamment de Daesh qui est la dernière organisation en date après Al-Qaïda qui pendant 10 ans avait été la vitrine du djihadisme international. Alors quand on parle de djihadistes français, de combien de personnes parle-t-on ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Alors on parle de 2000 Français officiellement, selon les chiffres du gouvernement, directement impliqués dans les filières de Daesh entre 2012 et 2018. C'est-à-dire qui ont essayé de partir, qui sont partis ? Alors qui sont partis, qui ont essayé de partir et qui ont été des relais de cette organisation sur le territoire national. Pour donner une idée aux auditeurs, ça représente une augmentation de l'ordre du centuple par rapport au même nombre d'individus impliqués dans les réseaux en Bosnie dans les années 90. C'est-à-dire qu'il y avait 200 personnes qui étaient parties et là on en a 2000, c'est ça ? Non, il y avait plutôt autour d'une vingtaine. C'est les maths et moi, c'est pas... Et ça donne une idée de l'ampleur. Il y a peu de phénomènes qui ont à l'heure actuelle cette importance pour l'avenir de la société française qui se sont autant accélérés. Donc il était urgent, je crois, de produire un diagnostic complet de ce qui s'est passé sur ces 20 dernières années et qui ont permis à ces réseaux, à ces milieux d'augmenter. Une croissance importante, mais en même temps 2000... C'est rien. Sur 67 millions, c'est rien. En revanche, 2000 une force de nuisance on l'a bien vu, les attentats, quand même, la période de 2015-2017, elles ont été perpétrées par ces centaines d'individus. Donc, c'est justement toute une réflexion qu'ils ont et qu'ils développent et que j'analyse dans le livre à partir de ces idéologues que j'ai rencontrés en prison. Donc, sur les 80 djihadistes que j'ai rencontrés, il y en a une dizaine, si vous voulez, qui se présentent comme des idéologues. Et ces individus ont le raisonnement suivant. À 2000, ils ont été capables de bousculer l'état sécuritaire en France. Leur but, c'est finalement de continuer sur la croissance qu'ils ont connue ces dernières années pour être non plus 2000, mais peut-être 20 000 et finalement réussir à avoir l'ascendant. Et c'est pour ça qu'il était extrêmement urgent, je crois, de réussir à poser un diagnostic qui tienne dans le temps, qui revienne sur ce qui s'est passé sur les 20 dernières années pour pouvoir aussi anticiper ce qui peut se produire sur les 10 prochaines et qu'on arrête de redécouvrir cette réalité ou qu'on l'oublie entre deux attentats. Alors dans ce livre, vous dessinez une géographie très fine de ce phénomène tel qu'il s'est implanté en France. Premier constat, cette mouvance n'est pas le fruit de la banlieue française en général, mais de certains quartiers bien particuliers. Vous parlez d'enclaves et de phalanstères. Alors de quoi s'agit-il ? Alors c'est vrai que quand on regarde, et ça vaut d'ailleurs pour l'ensemble des pays de l'Europe, on se rend compte qu'en fait en France, les départs se sont produits dans l'ensemble des départements, mais il y a une concentration de ceux-ci dans 10 à 15 zones. Et quand on zoome dans chacune de ces villes qui sont concernées, on va se rendre compte que les départs ont lieu dans certains quartiers. Et plus précisément, parfois ça se joue à l'échelle d'une barre d'immeuble ou d'un pâté de maison. Ce que ça veut dire, c'est que la géographie des départs ne recoupe pas la géographie de la marginalisation économique. Ça, c'est très important de le comprendre. On peut prendre le cas, par exemple, de la commune de Trappes dans les Yvelines. Donc 30 000 habitants à peu près, 85 départs entre 2012 et 2018. Une ville qui cumule tous les handicaps. Mais la voisine de Chanteloup-les-Vignes, qui est juste séparée par un bras de Seine, donc juste au nord. Avec les mêmes handicaps socio-économiques ? Exactement, le même panorama socio-économique, les mêmes handicaps, vous avez 0 départ. Donc la discrimination, la marginalisation est utile, c'est un facteur à prendre en compte, mais ce n'est qu'une partie de la toile de fond. Il fallait aller beaucoup plus loin, et ce qui permet de comprendre ces dynamiques dans ces 10 à 15 zones, c'est la présence historique
de prédicateurs qui étaient liés à d'autres réseaux djihadistes. Donc s'il y a une géographie, s'il y a un territoire, il y a aussi un passé, il y a aussi une histoire. Et c'est cette histoire géographique qu'il fallait faire pour en comprendre les tenants, les aboutissants. Et à l'origine de tout cela, finalement, c'est ce qu'on découvre dans votre livre. Il y a finalement très peu de personnes. La matrice du djihadisme français, ce sont 2 ou 3 familles ou communautés, c'est ça ? Alors, il y a 20 ans, c'est vrai que le djihadisme est quand même un phénomène exogène à la société française. Donc, ce qui s'est produit, c'est qu'il a bien fallu que ça commence quelque part, à un endroit, avec quelques personnes. Et c'est justement ce que je montre. Il y a un axe qui a été, de ce point de vue-là, assez structurant dans le djihadisme français, qui est l'axe Bruxelles-Toulouse, avec la région toulousaine qui est la plus paradigmatique, la plus exemplaire, si j'ose dire, pour comprendre la situation globale en France et en Europe, puisque à Toulouse, il y a eu l'arrivée de rejetons idéologiques du GIA algérien, c'est-à-dire le groupement islamique armé. C'était des djihadistes algériens qui étaient très impliqués dans la guerre civile algérienne des années 90. Avec des horreurs qu'on connaît ? Et absolument, 150 000 morts et disparus. Et parmi ces individus, il y en a qui ont fui en exil en France. Leur dossier n'a pas été transmis par les autorités algériennes aux autorités françaises, et certains se sont implantés dans certaines communes en France, dont Toulouse, dont Trappes, autant de villes qui vont connaître des départs massifs à partir de 2012. Et ces individus, en fait, ont misé sur place sur des groupes de jeunes qu'ils allaient pouvoir enrôler. Et à Toulouse, on a le cas des frères Klein, qui est très important, puisque c'est eux qui vont revendiquer en 2015, le lendemain du 13 novembre, les attentats pour le compte de Daesh. Et ce qu'on voit, c'est que ces individus sont déjà présents dès les années 2000 dans les réseaux toulousains, et qu'en fait ils vont faire du militantisme de base. Et c'est là où on casse un peu avec une idée reçue, c'est que les frères Klein, ils sont 10 au début, mais ils vont mettre en place des écoles privées hors contrat, des associations, ils vont faire venir des prédicateurs. C'est une sorte d'embrigadement sectaire ? Pas vraiment. La stratégie de la cage d'escalier Pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est plutôt une forme de militantisme religieux. Et on a beaucoup de mal à penser le religieux en France, alors que ça a une énorme importance, et que si on veut comprendre l'engagement des Klein, il est d'ordre religieux, il est d'ordre millénariste. Ce sont des salafistes dès le début, les Klein, dès leur conversion à la fin des années 90. Leur mère était prof de catéchisme. Les Klein ont été élevés dans le catholicisme, et pourtant, une fois convertis, ils vont basculer dans la doctrine la plus orthodoxe de l'islam, le salafisme, et ils vont prêcher. Et j'ai rencontré leur sœur en détention qui m'expliquait finalement que ses frères souhaitaient sauver les âmes de l'enfer, et c'est comme ça qu'elle justifie leur engagement. Mais ce qui est très important, je crois, c'est de comprendre que leur engagement, il s'est développé à l'échelle d'un territoire. Et de 10 au début des années 2000, leur entourage est devenu à rassembler 300 personnes en 2012. Et c'est dans ces 300 personnes qu'on trouve Mohamed Merah, et c'est dans ces 300 personnes qu'on va trouver la plupart des départs de la région toulousaine pour l'Irak et la Syrie. Donc il y a vraiment un phénomène, c'est ce qui s'est passé à Toulouse, s'est passé ailleurs, et c'est les liens entre ces différentes villes qui permettent de comprendre le mouvement plus massif en France et en Europe. Alors on a parlé de la géographie, on va maintenant évoquer l'histoire. Dans cette affaire, il y a une première date importante, c'est celle de mars 2012 et des attentats de Toulouse. Contrairement à ce qui était répété à l'envi par les responsables à cette époque, le terroriste n'était pas un loup solitaire. Mais et ces tueries sont l'aboutissement de ce que vous venez de nous raconter. Oui, tout à fait. Alors il a été effectivement présenté par une partie de la hiérarchie policière. Ce sont les attentats de Mohamed Merah, donc du 11 au 19 mars 2012, contre une école juive et des militaires français. Il avait été présenté comme un loup solitaire parce que justement son endoctrinement religieux n'avait pas été pris au sérieux. Mohamed Merah, c'est quelqu'un qui avait un mentor, Sabri Essid, qui était typiquement l'un des piliers des dynamiques que je viens d'évoquer à Toulouse depuis 10 ans. Et Mohamed Merah a grandi dans un milieu qui était, d'un côté, il avait un pied dans le deal et les trafics dans la cité des Isards au nord de Toulouse, et de l'autre côté, il avait un pied dans le salafisme djihadisant. Comment la police a pu se tromper à ce point-là ? La difficulté à prendre en compte, il a été considéré comme une petite frappe, si j'ose dire. On n'a pas pris au sérieux. On n'a pas pris au sérieux son endoctrinement idéologique, sous prétexte qu'en fait, certes, il allait voir des prédicateurs à Artigat dans l'Ariège ou bien à Toulouse, qu'il allait suivre les prêches les plus rigoristes des salafistes dans les milieux qui étaient déjà concernés par le djihad en Irak au milieu des années 2000, sous prétexte qu'en fait, d'autre part, il sortait en boîte de nuit, etc., et qu'en fait, il présentait un comportement contradictoire avec son engagement religieux supposé, eh bien, celui-ci n'a pas été pris au sérieux. Alors qu'en fait, Mohamed Merah est vraiment l'incarnation d'une dynamique qui se produit, qui est l'hybridation entre les milieux délinquants et les milieux salafistes. Et il fallait comprendre les deux comme étant équivalents et non l'un remplaçant l'autre. Alors les crimes de Merah vont être très importants dans l'imaginaire des djihadistes français, hein, et vous décrivez plusieurs générations qui vont partir en Syrie
plusieurs générations au profil très différent. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous les détailler ? Oui, alors en fait, c'est vrai qu'au moment où se produisent les attentats de Méran en mars 2012, il y a un autre phénomène qui se produit, et pareil, qui est très mal compris, c'est les premiers départs en Syrie. Donc c'est à partir de l'été 2012, on a la génération des pionniers, qui sont vraiment les vieux de la vieille du djihadisme, ceux qui sont impliqués dans les réseaux depuis 10 ans, qui vont partir, et ces individus vont mettre en place des passerelles entre la Syrie et l'Europe, qui vont permettre aux autres vagues de se rendre en Syrie. À partir de l'été 2013, ils sont suivis par des cadres de la mouvance, à l'engagement plus récent, mais quand même idéologiquement très ancré dans le djihadisme. Et puis à partir de l'été 2014, au moment où Daesh proclame son pseudo-califat, on va avoir là un peu le tout venant, c'est-à-dire une massification des réseaux djihadistes avec des nouveaux venus qui sont souvent à l'engagement djihadiste plus récent, mais qui vont aller apprendre directement la doctrine djihadiste à la source de Daesh. Et c'est parmi eux qu'on va trouver à la fois la chair à canon, mais aussi un certain nombre d'individus qui vont être envoyés en France pour commettre des attentats. Alors, dans cette histoire du djihadisme français, il y a un lieu clé. C'est la prison. Vous avez interviewé, vous nous l'avez dit, près de 80 revenants. Et vous présentez la prison comme un incubateur pour diffuser ces idées ? Oui, alors en fait, le rôle de la prison dans on va dire, la radicalisation est assez bien posé. Le diagnostic de ce point de vue-là était déjà posé. Ce que j'essaye de faire, c'est de décrire le fonctionnement du djihadisme derrière les barreaux. Et pourquoi le djihadisme, concrètement, prospère-t-il derrière les barreaux ? C'est ça que je développe dans la troisième partie. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il y a eu, de ce point de vue-là, un énorme changement avec Daesh. C'est le nombre, encore une fois. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait quelques dizaines de djihadistes qui avaient été incarcérés. Avec la défaite de Daesh au Levant, à partir de 2016-2017, eh bien, il y a eu des retours de plus en plus importants de djihadistes, si bien qu'aujourd'hui, il y a 500 djihadistes derrière les barreaux. Et ça, c'est une première dans l'histoire de cette institution. C'est la même chose d'ailleurs en Belgique, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Et l'administration pénitentiaire est démunie ? Non, elle n'est pas démunie, elle fait beaucoup de choses, mais par contre, elle a eu du mal à anticiper les dynamiques, et notamment parce qu'on a... Et c'est une idée reçue, mais on considère très souvent la prison comme un lieu fermé de tout, coupé du reste de la société, un lieu par ailleurs dans lequel l'État aurait tout pouvoir sur des individus qui seraient réduits à des numéros. C'est une vision qui est héritée notamment héritée des travaux du philosophe Michel Foucault. La réalité actuelle est que la prison est tout à fait différente. C'est un espace où il y a des rapports de force très très forts entre détenus, mais aussi entre les détenus et la détention. Et quand vous mettez 500 djihadistes, que vous les concentrez dans 3 prisons, comme ça a été fait en Ile-de-France, eh bien ces gens-là vont réimporter un certain nombre de codes qui étaient en vigueur dans les organisations combattantes syriennes. Et ça n'a pas été pris en compte par la pénitentiaire, qui a donc depuis en partie rectifié le tir, mais il a fallu qu'il y ait énormément de débordements, et on n'a pas totalement fini de penser la question de djihadistes en prison. C'est une question de long terme. Oui, alors là vous êtes assez sympathique avec l'administration pénitentiaire, mais quand on lit votre livre, on est quand même effaré par l'aveuglement des autorités publiques. Ouais, en fait, je suis pas sympathique avec l'administration pénitentiaire, mais je fais attention à ne pas laisser croire que rien n'aurait été fait. Par contre, c'est vrai que ce qui a été fait notamment en 2015-2016 a été dramatique, et ça, je le détaille suffisamment pour renvoyer les lecteurs à la lecture du livre, mais je le détaille non pas pour accabler une institution plutôt qu'une autre, c'est simplement pour faire comprendre la difficulté qu'on a en France à penser le djihadisme comme dans ses spécificités. Et on a trop longtemps couru après finalement le train djihadiste qui, eux, avaient de l'avance sur nous pour la simple et bonne raison que... Ils nous connaissent ? Bah oui, ils sont français. Les djihadistes, ils étaient français avant d'être djihadistes. Et de ce point de vue-là, leur engagement... finalement, ils ont tous les codes pour lire la société française. Et nous, on n'allait pas sur leur terrain. Et une partie de mon travail, ça a été... Moi, j'ai appris l'arabe en Syrie avant la guerre. Je peux aller sur ce terrain de l'idéologie. Donc, une partie de mon travail, ça a été justement d'inverser ça. Ça a été finalement d'aller sur le terrain des djihadistes pour le retraduire et le mettre à disposition dans ce livre du plus grand nombre de la société française, pour qu'on arrête finalement d'être dans une asymétrie. Et la prison, de ce point de vue-là, c'est un territoire extrêmement important pour comprendre l'évolution dans les prochaines années du djihadisme. Quelles sont les armes dont nous disposons pour nous battre contre ces djihadistes ? Alors la première des armes, c'est la connaissance. C'est le savoir qu'il faut s'approprier. Il ne faut pas croire que... je sais qu'on lit moins ces jours-ci, mais il ne faut pas croire qu'un livre, c'est rien. Un livre, je veux dire, quand on explique les choses, j'ai mis 1 an et demi à l'écrire, c'est aussi pour qu'il y ait des choses qui changent bien au-delà simplement des décideurs dont on croit souvent à tort qu'ils sont trop bien informés.
Premièrement, ce savoir et la connaissance, c'est ce qui va permettre de produire des réponses. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'autres universitaires qui poursuivent le travail. Et il y en a, et je ne suis pas le seul, et il y a beaucoup aussi de jeunes là, qui s'intéressent à ça. Ça a été, de ce point de vue-là, les attentats ont été un tournant, mais c'est un mouvement qui doit se structurer dans le long terme. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut qu'effectivement, au niveau de l'État, on arrête de penser les choses en termes de radicalisation, parce qu'on est en train de passer à côté du phénomène. Le djihadisme, ce n'est pas la même chose que la radicalisation des indépendantistes corses ou basques, comme c'est trop souvent caricaturé. Et dernièrement, il faut que la société civile se saisisse de ces enjeux. Ce n'est pas que de la responsabilité de l'État. Ce que je montre, c'est qu'il y a des territoires qui sont très touchés, et parmi les djihadistes que j'ai rencontrés, notamment les recruteurs, un certain nombre me décrivaient leur métier comme étant des éducateurs dans les quartiers, mais à l'envers, c'est-à-dire contre la République, contre la société française et ses institutions. Et donc il faut aussi réinvestir ces terrains, il faut réinvestir ce territoire et arrêter de croire finalement que entre deux attentats, rien ne se passe. Ce que je montre, c'est que ça s'est produit doucement, mais sur le long terme, et donc la réponse se fera aussi sur le long terme, mais avec l'aide et la contribution de tout un chacun. Une réponse sécuritaire, mais aussi une réponse économique, sociale, politique. La réponse sécuritaire, elle a été produite en grande partie. L'État s'est mobilisé, et même surmobilisé sur cette question. La réalité, c'est que le djihadisme, c'est un défi intellectuel, politique et sociétal. Et donc, c'est ces branches-là qu'il faut réussir maintenant à s'approprier dans la lutte contre le djihadisme et de tout l'infra, c'est-à-dire aussi la salafisation de l'islam, parce que c'est une dynamique, c'est une révolution idéologique qui se produit depuis 20 ans et qui nous concerne. Parce que si on laisse l'islam en pâture aux salafistes, alors on va encore avoir des déconvenus d'ici quelques années. Et c'est pour ça qu'il faut se saisir et arrêter d'être dans le déni et arrêter d'avoir peur, surtout des questions religieuses, parce que ça nous fait passer à côté d'une réalité qui est considérable dans son importance à l'heure actuelle. Merci beaucoup Hugo Micheron. Je recommande vivement la lecture de votre livre. Ça s'appelle Le djihadisme français, quartier, Syrie, prison, et c'est publié chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci.